Eh bien, bonjour Ken, Salut, comment vas-tu? ça va très très bien et toi, je te remercie de prendre un petit peu de temps avec moi pour mettre un petit peu de contexte. Du coup, on s'est rencontrés à la retraite de Romain Clamaron et Exactement. ça a été vraiment pour moi incroyable parce que vraiment dans tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés, tu as fait partie vraiment de ceux que j'ai trouvé super inspirants et qui m'a vraiment donné des conseils incroyables. Et du coup, je trouvais ça important que tu puisses venir un petit peu partager tout ton savoir. Et du coup, bah, pour ceux Merci. qui te connaîtraient pas, je te laisse un petit peu te présenter. Yes. Alors, je vais me présenter rapidement. Se présenter, c'est toujours compliqué quand tu as une vie où tu as fait plein de trucs, mais je vais dire comment je me définis aujourd'hui. Aujourd'hui, je me définis comme un entrepreneur conscient, visionnaire, qui aime accompagner d'autres entrepreneurs conscients à entreprendre de manière alignée. Et essentiellement, moi, ce qui m'anime, c'est d'accompagner des personnes qui ont une vocation à, je dirais, créer un impact ou tout simplement laisser le monde un peu mieux qu'ils l'ont trouvé. Voilà, c'est le type de personnes que j'aime accompagner. Donc, si on veut mettre des étiquettes, on peut dire business coach, mentor, mais j'ai pas toujours fait ça. Et j'ai commencé assez jeune. J'ai commencé, j'avais 18 ans. Bon, avant ça, j'avais une association de danse hip-hop, mais j'ai commencé en tant que freelance, pas par choix, mais parce que, en fait, je me disais juste, je pourrais jamais bosser pour un patron, je suis trop indiscipliné et j'avais aussi besoin de payer mes études. Donc j'ai commencé comme ça en tant que freelance, je me définissais pas comme entrepreneur et de fil en aiguille, j'ai monté une agence, je suis allé aux États-Unis. En revenant, j'ai eu l'envie de créer les choses un petit peu différemment et j'ai bossé dans pas mal de domaines, dans le luxe, dans le monde aussi du divertissement, de la musique. Et après avoir monté une boîte qui a plutôt bien marché, où je travaillais beaucoup avec des clients directs et avec des agences parisiennes, j'ai eu cet élan entrepreneurial de créer beaucoup plus de business, e-commerce, centre de formation, boîte de production, etc. Jusqu'à un moment tombé d'épuisement. Et c'est pas tant que je suis tombé d'épuisement, mais c'est que j'allais avoir un enfant. J'étais en pleine levée de fonds et j'ai profité de la levée de fonds pour partir, vendre mes parts et arrêter quasiment tous mes business, sauf celui qui me nourrissait à 100%, donc celui d'accompagnement. Donc globalement, c'est ça. Mais c'est vraiment un raccourci parce qu'il s'est passé tellement de choses dans ma vie. J'ai vécu des hauts, des bas très bas. Et c'est ça qui fait aussi la richesse d'une vie entrepreneuriale. Ouais, carrément. De toute façon, pour tous ceux qui sont intéressés d'aller voir, toujours, je mettrai toujours en description les réseaux, tes sites, etc. Du coup, aujourd'hui, j'avais choisi un petit peu le thème de l'importance d'être aligné sur ses valeurs dans son entreprise et du coup dans son business. Du coup, toi, quand je t'ai envoyé un peu cette question, c'est quoi les premières choses qui te sont venues, qui sont arrivées? Déjà, la première chose pour moi, les valeurs, c'est un des piliers fondamentaux. Je dirais, pour moi, il y a quatre piliers fondamentaux. Il y en a certainement plus, mais en tout cas, dans ma grille de lecture, il y a nos valeurs, il y a notre vision, il y a la mission qu'on décide de servir, et puis il y a soi au centre. Et quand je dis soi, c'est soi avec un grand S. Qui je suis, moi, profondément en tant que personne? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui m'anime? Et la question des valeurs, pour moi, c'est une question centrale. Mais avant de parler des valeurs, j'aimerais aussi parler des miennes, parce que c'est très difficile de parler des valeurs si j'expose pas aussi quelles sont mes valeurs. Pour moi, il y a une valeur que je mets au-dessus de tout, c'est la valeur souveraineté. Très souvent, les entrepreneurs ont une valeur liberté qui est très très haute. Ça, c'était ma valeur première avant. Mais je me suis rendu compte que la liberté avait aussi des travers. Parce que c'est un peu comme une pièce. Une valeur, c'est le côté lumineux, mais tu as souvent son ombre. Donc, la liberté, très souvent, l'ombre, c'est le manque d'engagement ou des difficultés à s'engager. Et beaucoup d'entrepreneurs ont envie de liberté, donc ils ont du mal à s'engager sur du long terme, à se dire je vais m'enfermer si je fais ça. Et moi, c'est un peu ce que j'ai vécu et ce qui fait que ça a fait évoluer mes valeurs. Donc, ma valeur numéro une, c'est la valeur souveraineté. Et ce que j'entends par souveraineté, c'est de sa propre autorité. Ça, pour moi, c'est essentiel. La souveraineté que j'aime avoir pour moi, j'aime que les autres l'aient, d'où l'importance pour moi qu'il n'y ait pas de dépendance. Quand j'accompagne quelqu'un, je fais en sorte que la personne puisse avoir les clés de sa propre indépendance. Et encore plus, puisque c'est aussi quelque chose qu'on fait avec un de mes associés, aider les personnes à avoir même une indépendance financière, donc comprendre les leviers d'investissement, etc. Donc ça, c'est ma valeur numéro une. Après, j'ai d'autres valeurs qui sont importantes.
la valeur pour moi de joie. Alors, on peut dire la joie, c'est une émotion, mais de mettre de la joie, en fait, dans son business, dans ce qu'on fait, de faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Pour moi, ça, c'est hyper important parce que je considère, même pour moi qui suis relativement spirituel, que la joie, c'est presque de la spiritualité. En fait, pour moi, c'est l'essence de la spiritualité, la joie et l'amour, et peut-être la paix aussi. C'est l'essence de la spiritualité. Et quand on travaille dans la joie, en fait, la joie, c'est pas quelque chose dont on peut priver, dont on se prive quand on la distribue aux autres. Donc, on peut être généreux et ça se répand assez vite. Donc, je trouve ça génial de la mettre au centre. Et aussi parce que dans l'entrepreneuriat, et moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est très compliqué, très souvent, de ne pas se laisser submerger par le côté, la pression du résultat, des actions à faire, et on a tendance à se priver de la joie. Donc, déjà, pour moi, ces deux valeurs sont hyper importantes. Et il y a une autre valeur, c'est la bienveillance. Et pour moi, quand je dis la bienveillance, c'est la bienveillance absolue. Et la bienveillance absolue, c'est pas être un béni oui-oui. La bienveillance absolue, pour moi, c'est dire aux autres ce qu'ils ont besoin d'entendre, en tout cas dans le cadre de l'accompagnement, et pas juste ce qu'ils veulent entendre. Donc, je ne suis pas là pour être le bon copain de mes clients, bien que la plupart de mes clients, on a un rapport très amical. Il y en a qui sont vraiment devenus des amis. Je suis pas là pour être un copain, je suis là pour aider la personne à atteindre des objectifs, à se réaliser. Et donc, pour moi, c'est important d'être 100% bienveillant avec la personne pour ce qu'elle est venue chercher. Et la bienveillance, c'est pas juste de la gentillesse, donc je préfère préciser. Donc voilà, mes valeurs, c'est ça. Et pour moi, c'est hyper important de déjà qu'on arrive à identifier ces valeurs pour passer ce qu'on voit ou ce qu'on fait au filtre de ces valeurs. Je te donne un exemple. Quelqu'un va se faire accompagner. Est-ce que la personne qui va m'accompagner résonne avec mes valeurs? Si je me fais accompagner par quelqu'un, ma valeur numéro une, c'est l'authenticité, et la personne est inauthentique, où est-ce qu'elle va m'emmener? Est-ce qu'elle a la capacité de respecter mon authenticité? Est-ce que elle aura une grille de lecture qui est la même que la mienne pour me proposer des stratégies ou m'aider dans le développement de ce que je fais? Donc pour moi, ça c'est hyper important à ce niveau-là. Prendre des décisions. Je dois développer mon entreprise et un futur partenaire fait peut-être des choses qui sont à l'opposé de mes valeurs. Qu'est-ce que je décide de faire? Est-ce que je décide de bafouer mes valeurs ou une valeur en me disant oui, mais c'est quand même c'est un mal pour un bien? Ou est-ce que je décide que non, tout ce qui rentre pas dans ces valeurs ne doivent pas impacter mon entreprise? Donc, ce sont des grandes questions à se poser. Et pour moi, c'est intéressant et on ne peut se les poser que si on connaît ces valeurs. Donc voilà déjà, moi, ma première entrée en matière là-dessus. Ok, je vais rebondir justement sur un point que tu disais, justement, si par exemple on met justement dans le cadre d'une entreprise où tu commences, que ce soit de coaching, accompagnement ou autre, et que tu as cette problématique-là justement dont tu parles, que la pression ou on va dire un élément extérieur vient appuyer sur tes valeurs, toi vraiment du coup ça fait que tes valeurs c'est vraiment ta porte d'entrée, on va dire, de ce que tu fais ou ce que tu fais pas. Et du coup, c'est vraiment sur ça que tu bases tes décisions. La plupart du temps, si par exemple, il y a un client qui vient, comme tu dis, et tu sens peut-être problème au niveau de la bienveillance ou ce genre de choses, est-ce que du coup, ça devient une porte de est-ce que tu acceptes le client ou est-ce que maintenant, c'est vraiment, tu te dis, non, en fait, si t'es pas aligné sur mes valeurs, je prends pas le temps avec toi. Mon processus est un peu plus, il implique d'autres choses, mais pour faire simple, je passe au filtre de valeur, vision, mission. On me propose une opportunité. Est-ce que si je réponds à cette opportunité, c'est aligné à ma vision? Est-ce que si j'y réponds, c'est aligné à ma mission? Est-ce que c'est aligné à mes valeurs? Si c'est aligné à aucun d'entre eux, ça ne veut pas dire que je ne le fais pas, c'est-à-dire que je le fais en connaissance de cause. Pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir de la conscience. Moi, aujourd'hui, dans mon cas, et je ne juge pas les personnes qui font des choses qui sont ni dans leurs valeurs, ni dans leur vision, ni dans leur mission, il faut juste savoir que quand tu fais ça, ça ne te fera pas avancer dans la direction dans laquelle tu vas, point. C'est un peu comme si tu fais un Paris-Marseille et il y a quelqu'un qui te dit, tiens, j'ai un truc à Lille, est-ce que tu veux venir? Tu peux y aller. Tu sais juste que c'est pas dans la direction dans laquelle tu vas et tu le fais en conscience. Ça va juste rallonger ton trajet ou peut-être même rendre le trajet moins agréable. Moi, je suis plus, dans ma manière de faire les choses, je suis plus prêt à faire l'impasse sur quelque chose qui n'est pas dans ma vision ou pas dans ma mission que dans mes valeurs. Pour moi, c'est hyper important. Je fais partie de ces gens qui sont relativement intransigeants sur les valeurs. Je juge pas nécessairement les gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi. En fait, c'est presque un code d'honneur. Moi, j'ai un peu
des valeurs à l'ancienne, hein. Je préfère le dire. Quand je dis des valeurs à l'ancienne, je suis très moderne, mais j'ai des valeurs à l'ancienne, tu vois, l'honneur, la loyauté, des trucs qui peuvent paraître peut-être un peu has-been, mais pour moi, j'admire ça et j'ai envie d'être ces personnes-là qui n'ont pas besoin qu'on les regarde pour incarner des valeurs. De se dire, c'est moi et moi. Je ferme les yeux à la fin de ma vie, je me dis, j'ai été à la hauteur des valeurs que je disais avoir. Ok, ouais, je comprends tout à fait. Oui, c'est vrai, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, des fois, tu peux vite arriver en tant qu'entrepreneur. Je vois quand des fois on accompagne certains coachs où tu peux avoir la peur de pas avoir de contrat. Du coup, tu commences à prendre beaucoup de contrats sans des fois, justement, tu baisses un peu ton niveau. Enfin, comme tu dis, des fois, t'es pas trop dans ta vision, mais ça montre bien que le cœur du truc, c'est tes valeurs et que du coup, si vraiment ça vient interférer dans ça saute, on va Ouais. dire, tout immédiatement. Mais en fait, pourquoi est-ce que on est confronté à ça? Parce qu'une valeur, ça s'éprouve, en fait. Une valeur, il suffit pas de la nommer pour dire que tu l'as. Si tu dis, moi, j'ai une valeur de loyauté et tu as un associé et qu'il y a quelqu'un qui dit, écoute, moi, je te fais une proposition, tu gagnes combien en ce moment? 50 000 à l'année, je te fais une proposition à 150 000 pour que tu viennes dans ma boîte. Et toi, tu dis, ah ouais, non, là, quand même, c'est bien. Plus il me donne des parts, bon, vas-y, j'y vais. T'as pas de valeur de loyauté. Mais encore une fois, j'ai pas de jugement là-dessus. C'est juste de savoir que c'est pas ta valeur numéro une. Et pour te dire, ça peut même changer complètement les résultats d'une personne. Je vais sans nommer la personne, je vais te dire ce que moi j'ai observé. Un client en coaching qui dit ma valeur numéro une, c'est la famille. Ensuite, c'est ma contribution dans mon business et la troisième, je sais plus ce que c'était. Et c'est l'histoire qui se racontait. Donc, il dit ma valeur numéro une, c'est la famille. OK. Donc, moi, sur le moment, je crois toujours sur parole, en fait, jusqu'à ce que ce soit prouvé que ce soit pas vrai. Je crois que ma valeur numéro une, c'est la famille. Je fais ça pour ma famille, etc., etc. Et il stagne dans ses résultats. Et donc, ensuite, on va voir pour re-questionner ça. Et il dit tiens, montre-moi ton agenda. Et montre son agenda. D'accord. Elle est où ta famille dans ton agenda? Elle est nulle part. Et donc, c'est pas ta valeur numéro une. Si, mais c'est parce qu'en fait, je dois absolument faire ça, c'est pour ma famille. Je dis, écoute, offre-toi ce moment d'honnêteté. Prendre ta famille pour dire, c'est pour eux que je le fais, alors qu'en fait, c'est pour toi que tu le fais parce que tu kiffes ton business, parce que tu aimes être un entrepreneur, parce que tu as une putain d'ambition. Je sais pas si on peut dire des gros mots dans ton podcast, mais c'est parti. Parce que tu as une putain d'ambition. À ce moment-là, accepte que tu es cette personne. Et ta famille, elle arrive peut-être en numéro 2. Mais ne te juge pas pour ça. Ça a tout changé. Donc oui, sa valeur numéro une, c'est de réussir son business pour servir les gens qu'il aime servir, pour ensuite pouvoir apporter le meilleur à sa famille. Et si ta famille est en numéro 2, en fait, il avait tellement de jugement de dire non, mais ma famille doit être en numéro 1, c'est ça qui fait que je suis une bonne personne. Et il s'est jugé là-dessus. Donc, il a voulu dire que c'était une valeur numéro une, mais en vrai, ça ne le stimulait pas autant que de vraiment réussir son business parce qu'il a ça dans les tripes, parce que c'est un entrepreneur, parce qu'il a cette énergie, parce qu'il a de l'ambition, parce qu'il a envie de réaliser son potentiel. Et pour moi, c'est hyper important. Moi, ma valeur numéro une, c'est la famille. Enfin, on va dire, c'est pas juste une question de valeur, c'est, j'en parle même pas au niveau des valeurs parce que mon focus numéro un, c'est la famille. Par contre, si tu regardes ma vie, j'ai changé tout mon business pour être avec ma famille. On fait l'instruction en famille, donc l'école à la maison. J'ai changé tout dans ma vie pour pouvoir que ma famille soit au centre. Donc, si tu regardes comment ma vie est structurée, ça va dire ça. Et c'est ça qui est important. On peut se raconter tout ce qu'on veut, dire qu'on crée un business, et ça peut challenger les gens. Si vous dites, moi, ma valeur numéro une, c'est la contribution, c'est donner aux autres, c'est j'ai envie dans ma vision d'aider les pauvres, etc. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour aider les pauvres? Ah oui, mais j'ai pas encore assez d'argent, mais quand j'aurai... Non, non, non. Quand tu auras, tu feras plus de ce que tu fais aujourd'hui. Si tu veux aider les pauvres, tu peux aller faire des maraudes, apporter du café, des biscuits à des personnes, aller leur parler, te poser, tu peux le faire avec quelques euros, voire même des dons. Donc, non, si tu ne le fais pas aujourd'hui, tu ne le feras pas quand tu auras plus d'argent et c'est une histoire que tu te racontes. Et pour moi, on mérite d'être honnête vis-à-vis de soi-même, d'arrêter de se mentir. Donc, c'est pour ça que je pense qu'une valeur, elle s'éprouve dans du concret. Tu ne sauras jamais si tu es incorruptible tant qu'on t'aura pas mis un gros billet sur la table. Tu ne sauras jamais si tu es fidèle tant que tu n'as pas été tenté par quelqu'un qui te plaît énormément. Pour moi, ça s'éprouve. Et tu peux dire, j'ai cette valeur quand je l'ai éprouvée et quand... là, c'est juste une petite parenthèse que j'ai trouvé ça extrêmement drôle. Je crois que c'est un pasteur, je crois qu'il est béninois ou je sais pas quoi. J'ai vu passer ça sur Facebook, j'étais mort de rire. Le mec, il dit,
Donc, il fait son truc, voilà, en tant que prédicateur et tout, et il dit à la personne, mais tu n'es pas fidèle parce que tu as cette vertu, tu es fidèle parce que tu es moche et que tu as jamais été tenté. J'ai trouvé ça super drôle. Et en fait, pour moi, là où j'ai trouvé ça drôle, c'est de dire, bah, en fait, ça parle de ça. C'est si la personne, c'est facile de dire je suis fidèle quand tu n'as jamais été tenté. C'est facile de dire je suis fidèle quand tu es timide et quand tu n'oses pas regarder quelqu'un. Mais quand tu es quelqu'un qui s'assume, on vient, on te drague, tu es en couple, la personne te plaît et tu sais dire ben non, parce que moi je suis dédié à mon couple, je suis dans une relation de fidélité, là tu peux dire je suis fidèle. Et même quand c'est arrivé plusieurs fois, tu peux le dire. Mais avant ça, tu sais pas. Tu crois, mais tu sais pas. Et pour moi, les valeurs, ça s'éprouve. Ah ouais, carrément, c'est vraiment ouais, ce que tu dis. Bah, en fait, ça répondait aussi un peu à la question justement que j'avais de ça, que j'allais te poser juste après. C'est que je trouve qu'il y a beaucoup plus d'entrepreneurs, on est de plus en plus maintenant. Et c'est vrai que tu vois certains vraiment pas alignés aux valeurs, des fois de ce qu'ils prétendent, et des fois, t'as ce problème un peu de que tu avais un peu comme quand tu rencontres des acteurs de cinéma, tu dirais, il est super sympa, Jean Dujardin, puis en fait, tu le rencontres, et bah, des fois oui ou non, mais voilà, tu as cette cassure entre, comme tu dis, entre les actes qui montrent tes valeurs et bah, ceux où c'est juste prôné, mais c'est pas appuyé, c'est pas revendiqué. Et comme tu dis, c'est pas dans l'application. Et du coup, justement, quand justement tu as, été un entrepreneur qui a eu un moment justement où tu es aligné à tes valeurs, etc. Et par des raisons X ou Y, mais moins sur le principe d'avoir des contrats ou d'accepter des Mm. clients ou pas. Sur personnellement, comment tu peux sentir que tu commences justement, on va dire, à te déséquilibrer, tu vois, sur tes valeurs. Et du coup, ce serait quoi un petit peu ton petit tips ou ton conseil que tu aurais pour justement des fois un peu se rééquilibrer, si je pourrais dire ça comme ça. Est-ce que tu as, peut-être un contexte ou une idée, juste pour que je comprenne ce que toi tu vois par... Bah, oui. j'aimais bien le principe de justement de comme tu disais certains qui vont lancer on va dire par exemple des choses pour aider les désunis ou t'as beaucoup de trucs Mm. comme ça où ça a commencé dans une démarche puis finalement l'argent a pris le pas. Je parlerai pas de Mm. certaines ONG où il y a des fois des choses Ouais, un peu compliquées, mais tu vois des fois il y a une valeur, elle est appliquée on va dire commercialement, elle est présentée, elle est visuelle, je comprends. etc. Mm. Mais en soi elle n'est pas appliquée. Et comment Mm. aujourd'hui, pour un entrepreneur qui est plus personnellement, qui aurait par contre cette envie de se reconnecter à ses valeurs, qu'est-ce que tu pourrais Ouais. lui donner comme conseil? Déjà, c'est comprendre que les valeurs, elles évoluent et que c'est OK que nos valeurs évoluent, mais c'est pas OK de faire croire qu'elles sont encore là. Parfois, on peut savoir céder sa place. Pour moi, quelqu'un qui est dans une ONG, bon, les ONG, c'est très particulier parce que ce sont vraiment des mécaniques. Alors moi, j'ai beaucoup collaboré avec l'UNICEF notamment, mais il y a des mécaniques qui sont complexes, qui sont politiques, qui sont géopolitiques, etc. Donc, j'y suis allé aussi avec un œil relativement pas averti. Donc, moi, je voyais aussi que le bon côté. Après, j'ai compris, mais j'étais quand même avec des personnes qui étaient vraiment dédiées. Donc, ça, c'était génial. Mais il faut juste comprendre que ce sont des grosses machines, qu'on a des mécaniques qui sont en lien avec les dons, qui sont en lien avec aussi de la défiscalisation, qui sont en lien aussi avec des budgets, etc. Et que donc, c'est systémique. Je vais donner un exemple très concret. Quand on a des associations comme SOS Racisme, si c'est une association, elle a des subventions. Le problème, c'est que pour avoir la même subvention l'année d'après, il faut avoir dépensé le même budget. Et tu vois tout de suite le problème. Si je dois dépenser du budget pour traiter le racisme et que l'année d'après, j'ai moins de racisme, j'aurai moins de budget. Si j'ai moins de budget, je dois virer des gens. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais trouver du racisme là où il n'y en a pas. Tiens, on a dit que le mec, il pouvait pas rentrer parce qu'en fait, il était éméché, etc. Ben non, en fait, il va dire qu'il n'a pas pu rentrer dans le club parce qu'il était noir. Ok, ça va faire un truc, etc. Bref, et c'est un problème systémique parce que c'est le fonctionnement des associations par budget. Donc, j'ai été conscient de ça et je me dis, parfois, c'est pas juste une question de valeur, c'est aussi une question de système. Tu es dans un système qui va t'imposer un mode de fonctionnement et tu es soumis à ce mode de fonctionnement. Donc, j'ai aussi de la sympathie pour les gens qui, malgré tout, essaient de faire tourner toute la machine qu'il y a derrière et qui doivent faire des choix qui sont compliqués. Et c'est là quand même où les valeurs, elles sont importantes, de se dire, OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ce qui est plus important, c'est la valeur de ce que je défends ou est-ce que c'est aussi la valeur, par exemple, de garder les emplois? Mais si j'ai un choix à faire, c'est pas un choix qui est évident, en fait. S'il y a des gens qui doivent partir parce qu'il y a moins de problématiques, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais en sorte d'avoir toujours les mêmes budgets parce que les personnes
j'ai envie qu'elles aient un emploi, ou est-ce que je me dis c'est normal qu'elles soient virées parce qu'il y a plus de boulot, parce qu'il y a moins de racisme. Tu vois, on est dans des problématiques qui sont plus complexes que juste est-ce qu'on incarne les valeurs ou pas. Mais pour moi, ce qui est important, et j'ai fait pas mal d'ateliers en entreprise, dans des organisations avec pas mal de monde, pour justement remettre au centre de l'entreprise les valeurs, la vision et la mission. En fait, pour que les valeurs restent au centre, il faut qu'elles soient rappelées. Pour qu'elles soient rappelées, il faut qu'elles soient visibles. Il n'y a rien de mieux que de les afficher, par exemple, sur le mur. Une devise, ça peut être une devise tout simplement. Et quel sens ça veut dire? Typiquement, pour les personnes qui emploient des personnes ou qui travaillent dans un groupe, dans le processus de recrutement et d'onboarding des collaborateurs, c'est super, super important de leur parler des valeurs de l'entreprise. Voilà les valeurs de l'entreprise, voilà comment elles sont incarnées et voilà pourquoi c'est important pour nous, parce que ça va toucher aussi des personnes qui seront en phase avec ces valeurs et qui vont aussi les défendre après au sein de l'entreprise. L'entreprise qui souvent n'est plus en phase avec ses valeurs, ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est un collaborateur qui a été remplacé par un autre à qui on n'a pas transmis les valeurs. Puis ensuite un autre, puis ensuite un autre, ensuite il n'y a plus personne qui sait quelles sont les valeurs de l'entreprise. Et moi, c'est ce dont je me rendais compte quand je faisais des ateliers en entreprise. C'est quoi les valeurs de l'entreprise? Il y a une personne qui avait peut-être lu des documents à un moment qui dit, ah, bah, c'est ça et ça. Ah, OK. Et comment vous les incarnez? Est-ce que vous les incarnez? Et ça crée aussi des conflits générationnels. Une génération qui est la génération plutôt des baby boomers qui ont privilégié la sécurité, la stabilité de l'emploi, et une génération, peu importe comment on les appelle, une génération qui a envie de s'accomplir et de servir une cause et de nourrir des valeurs. Et s'ils ne se retrouvent pas sur le terrain des valeurs, bah, ça crée une espèce de tension. Et il y en a qui disent, bah, ils incarnent pas les valeurs, je préfère les bosser dans une startup où je suis moins bien payé, mais où au moins ils incarnent les valeurs. Mais parfois, la startup, elle dit qu'elle les incarne, elle te met un truc sympa, un petit baby-foot, t'es payé au lance-roquette et puis on t'a endormi. Donc voilà, c'est plus subtil que ça. Mais je trouve ça intéressant et c'est se re-questionner sur ses valeurs régulièrement, le faire au moins une fois dans l'année. Quand on a des associés, c'est se poser à nouveau, tiens, est-ce qu'on est toujours OK sur les valeurs, la vision et la mission? Parce que ça peut évoluer. Et c'est aussi avec les collaborateurs, membres de l'équipe, salariés, peu importe, de recommuniquer. Souvent, on a peur de le faire avec des partenaires ou des prestataires en disant, ouais, mais ça va, enfin, c'est pas important, mais c'est important aussi pour qu'ils sachent quel est le contexte et que les personnes soient un minimum alignés. Et si on n'est plus en mesure de maintenir ces valeurs, c'est se poser la question, comment je fais évoluer les valeurs de mon entreprise? Quel impact ça a? Voire même aller jusqu'à est-ce que je suis toujours la bonne personne pour piloter cette entreprise? Oui, carrément. C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. Moi, je voyais quand je travaillais. C'est vrai que on avait cette période. Je n'aimerais pas la société, mais comme ça, je suis curieux un peu d'avoir ton avis. Je travaillais du coup dans un magasin de vêtements, grosse marque à Mm, bas prix. Et on avait toujours cette vision et cette quête de dire que on était le principe de RSE, vu que du coup, tu étais en entreprise, mm, écologie, etc. Et on disait qu'on était écologique, mais j'arrivais à recevoir toutes du coup les PLV, les présentations, etc. Dans le camion le matin, recevoir un mail en me disant ah non en fait on a fait une faute d'orthographe, donc en fait on va jeter, tu vois, pas mal de choses. Donc en fait t'es en contradiction, mais après on te mm. dit voilà faut éviter d'imprimer telle ou telle chose, des feuilles. Et du coup, c'est un peu c'est le côté du colibri qui met un peu une goutte d'eau dans le feu. T'as un peu cette Ouais. sensation-là, tu vois. Et du coup, ouais, sur la valeur, tu vois, de l'écologie, de l'impact environnemental, tu sens que les entreprises, elles ont de plus en plus de mal, tu vois, à se connecter, communication, etc. Il n'y a aucun problème pour se connecter, mais après, pour réussir à l'appliquer au sein Mm. du groupe, c'est toujours un peu compliqué. Ouais, puis après, je pense qu'on peut pas. Enfin, moi, je trouve ça bien. Je suis assez d'accord avec parfois une forme de dictature écologique, sauf il y a des fois où clairement ça me fait chier. Je suis motard, donc je trimballe que moi-même. Donc je me dis, tiens, au moins, voilà, je prends pas un véhicule qui pollue plus, etc. Mais par contre, oui, bah, moi, j'aime la moto, j'aime me déplacer en moto. Heureusement que j'habite plus Paris, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Je suis toujours mitigé. Je me dis, d'un côté, il faut faire quelque chose parce que sinon, ça va pas bouger. Ce sont des problèmes qui sont bien plus complexes que juste changer nos modes de transport. Tu vas rouler en électrique. Si tout le monde roule en électrique, c'est une catastrophe humaine, écologique, énergétique, enfin bref, à plein de niveaux.
Donc, on ne peut pas régler ça en qui a raison vraiment. C'est pas un problème qui se règle comme ça en deux coups de cuillère à peau. Je suis pour faire bouger les choses de manière radicale, oui, mais en même temps, on ne peut pas être de tous les combats. Et c'est aussi important de choisir ses combats individuellement. Ce qui nous a imposé dans une société, c'est important de le mener. Et je trouve qu'il y a des combats qui sont géniaux. Par exemple, dans des entreprises de plus d'un certain nombre de salariés, de pouvoir intégrer des personnes en situation de handicap. J'ai trouvé ça génial dans l'intégration, de pouvoir aussi imposer que dans les lieux publics, enfin, tu vois, il y a tout un tas de choses dans les lieux publics, rendre l'accessibilité pour des personnes en situation de handicap. Tout ça, je trouve que c'est une vision qui est progressiste, qui a été imposée, qui est progressiste. Et là, il y a même pas la question de savoir est-ce que c'est dans tes valeurs, c'est imposé, sinon tu as une amende. Donc, c'est bien aussi quand des choses, c'est pour ça que je parle d'une forme de dictature écologique, c'est parfois quand ça tombe dans le coup de la loi, tu peux pas enfin, si tu peux passer au travers comme ceux qui revendent tu vois, les points, le carbone, là. Mais c'est plus compliqué. Je trouve ça intéressant pour faire évoluer la société à certains niveaux. Mais est-ce que pour autant ça change les valeurs? Pas nécessairement. Et je pense aussi que personnellement, on peut pas être de tous les combats. Moi, il y a plein de combats que j'aimerais mener, mais ce sont pas mes combats. On va me dire, oui, mais Can, tu prends l'avion. Si je prends l'avion pour créer un événement va changer la vie de 20 personnes qui peuvent changer la vie chacune de 2000 personnes, je le ferai 1000 fois. Et on peut critiquer, mais c'est pas grave, c'est pas mon combat. J'achète des choses sur Amazon. On peut dire, oui, mais tu sais comment les gens ils sont traités sur Amazon. OK. Par contre, aujourd'hui, par rapport au temps que j'ai, je préfère mettre du temps dans aider des personnes dans leur transformation plutôt que d'aller faire 10 librairies pour obtenir un livre, etc. Et pourtant, je soutiens quand même les librairies quand je peux, mais je peux pas être de tous les combats. Et c'est important d'assumer, de choisir ces combats. Je suis bon, je dis quasiment végétarien, je mange un peu de poisson, etc. Mais je fais très attention, je mange essentiellement local, essentiellement bio. Donc, les combats que je peux mener personnellement, je le fais parce que c'est en lien avec mes valeurs. Mais effectivement, on ne peut pas être tous les combats, sinon on est dissipé. Donc, je pense que oui, c'est important d'être le plus, en tout cas sur les valeurs qu'on dit avoir, d'être le plus irréprochable possible et pas de faire du greenwashing. Mais on ne peut pas être de tous les combats. Et il y a des entreprises qui n'ont pas choisi certains combats. On leur impose, donc elles communiquent là-dessus parce qu'elles savent que ça fait sympa. Au même titre qu'il y a des entrepreneurs qui communiquent sur une manière de faire les choses parce qu'ils se disent c'est la tendance, mais ils l'incarnent pas complètement. Des gens qui parlent d'authenticité, de tout ça, qui te font des vidéos un petit peu larmoyantes pour se montrer authentiques. Mais tu sais que c'est une stratégie. Demain, la stratégie, c'est autre chose. Ils feront autre chose. Et c'est en ça que pour moi, la question des valeurs, c'est même pas nous qui scandons nos valeurs. Ce que je trouve génial, moi, c'est quand je fais un événement ou quand je participe à un événement et qu'on dit, Ouah, Cannes, ce que j'aime avec toi, c'est que tu es comme ça. Par exemple, je sais pas, on va dire généreux, authentique, bienveillant, etc. Tu as toujours un sourire ou toujours un truc. OK, ça, c'est ce qu'on va m'attribuer. Donc, je me dis, OK, j'incarne mes valeurs. Et c'est comme ça aussi que j'ai certaines valeurs. C'est quand on les reconnaît chez moi avant que j'ai à les prononcer. Ouais, carrément, tu laisses plus, en fait, les autres avoir un retour un peu, du coup, on va dire un retour d'expérience, de savoir comment c'est perçu. Et ouais, non, mais c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué, cette dualité, même en tant qu'entrepreneur. Quand t'es là, justement, t'as la valeur, de vouloir aider les gens, d'apporter quelque chose et tout. Mais à côté, ben, en fait, t'es toujours dans une entreprise a toujours une notion d'argent. Donc, voilà, c'est vrai qu'il faut toujours être OK avec ça, en fait. Mais tu sais, ça, c'est un faux débat et je ne sais pas qui a créé ce débat. C'est peut-être notre culture, on va dire, latine et essentiellement française, où il y a eu beaucoup d'industrie et beaucoup aussi enfin, le monde industriel, le monde paysan. Il y a eu ce truc de le patronat, donc les ouvriers, etc., le patronat, bah oui, quand tu as quelqu'un toi, tu es en train de suer pour tourner des boulons et que l'autre, tu as l'impression qu'il est juste là, voilà, il supervise, ce qui n'est pas nécessairement vrai, mais on a nourri ce fantasme qui est nourri aussi par pas mal voilà, de choses comme les syndicats, etc., qui ont un rôle super à jouer, mais qui aussi alimentent une forme de séparation entre le patronat et le salariat, comme si tous les patrons de France, c'était des gens du CAC 40, alors que ce sont des gens comme toi, comme moi, des gens qui... C'est l'essentiel, hein, on va dire, des petites entreprises à taille familiale, à taille humaine, où ils se soucient vraiment des salariés, etc. Donc, ils nourrissent un truc qui est en fait est minime à l'échelle de la France en termes de pourcentage. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on crée cette espèce de conflit qui n'a pas lieu d'exister. Une entreprise, par essence, c'est lucratif.
Donc la question ne se posera jamais. Elle ne devrait jamais se poser en fait. L'entreprise est là pour faire de l'argent. Quand elle fait de l'argent, elle paye des gens. Quand elle paye des gens, elle crée de l'emploi. Quand elle crée de l'emploi, elle crée de l'argent qui est en circulation dans le pays, qui permet à des personnes de... Voilà. Donc tout ça, pour moi, c'est un faux débat. Il ne devrait jamais y avoir la question de l'argent. Très souvent, c'est plus des personnes qui arrivent avec leurs croyances. Par exemple, des personnes qui viennent d'un milieu essentiellement associatif qui commencent à monter une entreprise. Il y a ce truc de ouais, on veut faire, mais on veut pas faire trop d'argent parce qu'on n'est pas là pour faire un maximum de profit sur la tête des gens. C'est pas faire un profit sur la tête des gens, c'est tu vas aider des gens et tu vas être correctement pour ça. Et parce que tu as des valeurs qui sont des valeurs hautes, tu vas pouvoir avec cet argent en investir dans quelque chose d'utile. Je préfère que ce soit et c'est un problème, encore une fois, c'est un problème systémique. Les personnes qui ont le plus envie de faire de l'argent et d'avoir du pouvoir, ce sont les personnes qui devraient le moins avoir de pouvoir. Parce qu'elles veulent du pouvoir, donc elles sont avides de ça, et donc elles vont chercher à tout faire pour avoir le plus de pouvoir. Je caricature un petit peu, mais c'est pour ça qu'on se retrouve toujours avec les mêmes types de personnes et qu'on parle de technocratie, avec le même type de personnes dans les gouvernements, etc. Ce sont des gens qui veulent le pouvoir. Par définition, si tu veux le pouvoir, c'est que tu es en recherche de ça. Et les personnes qui le veulent le moins, qui veulent le moins d'argent, ce sont très souvent les personnes qui ont le plus cette envie de contribuer. Moi, j'aime participer dans ma manière d'entreprendre et d'accompagner les personnes. J'aime participer au fait, alors je vais faire un truc très manichéen, les gentils, les méchants, entre guillemets. Moi, j'ai envie que les bons, que les gentils, ils gagnent, entre guillemets, parce que je sais que là où ils vont investir leur argent, là où ils vont faire évoluer la société, ça va faire des évolutions qui iront pour moi dans le bon sens et qui seront progressistes. Sauf que ces personnes-là ont énormément de jugement vis-à-vis de l'argent, comme si c'était le mal, comme si l'argent était responsable de tout. L'argent n'est responsable de rien. L'argent, il est responsable de ce qu'on en fait. Et je préférerais que ces personnes-là fassent de l'argent et qu'ils l'investissent dans les choses dans lesquelles ils croient pour que tous ces domaines évoluent. Et pour moi, c'est ça la puissance aussi d'être un entrepreneur, c'est de pouvoir porter sa vision, de générer du capital pour pouvoir rendre sa vision réelle et impacter. Quand tu vois il était un gamin à l'époque, Boyan Slate, il devait avoir 13 ans, je crois, qui a fait un TED Talk pour dire qu'il allait nettoyer les océans. Il avait une idée d'un bateau qui serait dans l'océan avec tout un truc pour pouvoir récupérer tous les déchets plastiques, etc. Un gamin qui a une vision. Il y a des ingénieurs qui ont vu ce truc-là, ils ont dit on va bosser pour toi, on va bosser avec toi, etc. C'est plus ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont levé des fonds ou quoi, mais c'est une vraie entreprise qui nettoie les océans, qui fait de l'argent et qui a la capacité de le faire, non pas parce qu'ils ont attendu qu'un gouvernement se bouge les fesses, parce que quelqu'un a une idée, quelqu'un a décidé de porter le projet, il y a eu de l'argent et ça a rendu les choses réelles. Donc moi, je crois dans cette forme d'entrepreneuriat, on va dire, conscient. Ouais, c'est super intéressant justement parce que t'avais un peu cette notion, c'est que des fois, les hautes missions à haute valeur, en fait, on s'attend un peu à ce que ce soit le gouvernement qui le fait, parce qu'en fait, il n'y a pas de besoin de rentabilité. En fait, du coup, il n'y a pas besoin de faire d'argent, parce qu'en fait, on va remplir une haute mission comme Action contre la faim, etc., ce genre d'association. En fait, on se dit, voilà, c'est des associations, elles sont pas là pour faire de l'argent, donc elles font le travail. Et du coup, en tant qu'entrepreneur, si tu es là et que ta mission elle est censée être plus haute, bah du coup, tu ne devrais pas te plaindre à ne pas faire d'argent et tout, parce que tu es là pour remplir une mission. Mais comme tu dis, par essence, une entreprise, c'est censé faire de l'argent. Et c'est un faux duel, mais je l'entends de plus en plus. Je sais pas si c'est forcément les reels, l'algorithme, etc. Mais je trouve que le débat arrive de plus en plus, même quand je discute avec certains coachs, etc. Cette notion d'avoir du mal avec bah ouais, cette relation avec l'argent. Je pense que ouais, il y a la valeur de l'argent, mais c'est peut-être aussi la relation plus Oui, avec parce qu'on l'argent. on parle de valeurs, mais dans les valeurs, il y a les valeurs et il y a aussi sa valeur. Et la problématique, et c'est pour ça que pour moi c'est important, je disais tout à l'heure de travailler sur le soi aussi. Il y a les valeurs, mais il y a aussi le soi. Si tu ne travailles pas sur ta propre valeur, tu emportes dans ton entreprise, quand tu la crées, exactement les mêmes challenges que tu as, les mêmes blessures, les mêmes blocages. Et je trouve que c'est pas juste, en fait, ne serait-ce que pour le déploiement de l'entreprise. L'entreprise, c'est une personne morale. On est au service de cette personne morale et cette personne morale est aussi à notre service. Pour moi, ça fonctionne dans les deux sens. Il y a souvent ce paradigme, est-ce que je travaille pour mon entreprise? Est-ce que mon entreprise travaille pour moi? C'est dans les deux sens, je trouve. Ça se nourrit l'un l'autre. C'est un flux. Et cette question de la valeur, c'est hyper important de travailler sur sa propre valeur. Parce qu'en fait,
Tout dépend de comment tu envisages les choses. On peut dire ce qu'on veut de Tony Robbins. Moi, j'ai participé à un événement de Tony Robbins. Dans l'événement, on a levé, avec les membres qui étaient là dans l'événement, on était 2000 personnes, on a levé 130 000 dollars, donc des personnes qui ont dit, OK, je fais un don pour nourrir des personnes qui n'ont pas les moyens de manger. Et Tony Robbins a dit, waouh, c'est génial ce que vous avez fait, je rajoute le même montant. Donc 260 000 dollars en quelques jours. Ça, j'ai trouvé ça super puissant et de se dire, et ça se fait de plus en plus, des personnes qui font des événements et qui disent pour chaque personne qui s'inscrit, on donne 5%, on donne 1 dollar ou un truc à une association ou à une association qu'on a créée qui va permettre de donner des repas. Il y a des gens qui vont dire, ah oui, mais ils font ça pour, pour les taxes, etc. Si tu gagnes dans tes taxes et qu'en plus tu nourris des gens, pourquoi pas? Enfin, pour moi, c'est un faux débat en fait. Sachant que il y a une espèce de fantasme sur que les riches se gavent, etc. Il y en a, mais moi, ce que j'ai vu en étant du côté de l'UNICEF, c'est que les plus gros donateurs, c'était des grosses fortunes. Et ce sont des gens qui donnaient des centaines de milliers, ils faisaient des chèques de centaines de milliers d'euros pour aider sur une cause, parce que eux, ils en ont beaucoup. Donc, pour eux, c'était pas. Et pour moi, faut arrêter avec ce fantasme du gros riche qui se gave et qui mange sur la tête des gens. Oui, il y en a de ces personnes-là. Comme il y a des personnes qui n'ont pas un rond et qui vont t'arnaquer au moindre truc. Ils vont t'arnaquer de 10 centimes par-ci, 1 euro par-là, tu le truc, il a changé le prix. Et il y a ça à toutes les sphères de l'humanité. C'est juste que à certains niveaux, ça a beaucoup plus d'impact, ça se voit beaucoup plus, et aussi tu le ressens beaucoup plus. Quand on te dit on va te prendre 75% de tes revenus, tu te dis, bon, même si j'ai beaucoup d'argent, c'est pas très, très juste parce que j'ai pris des risques et je me suis peut-être mangé 20 ans à manger de la pierre. Et là, je commence à avoir beaucoup d'argent, j'ai envie d'en profiter pour toutes ces années de galère. C'est juste ça qui peut être challengeant, ce que je comprends, mais il faut se dire que voilà, une entreprise, c'est fait avant tout pour gagner de l'argent et on peut gagner de l'argent et être dans une mission. Et je comprends que dans certains endroits, on se dise, c'est le cas par exemple de la thérapie. Tu aides une personne en thérapie, on se dit oui, mais tu n'es pas là pour te gaver. Mais déjà, quand une personne dit ça, il y a déjà du jugement et ça, on se dit, en fait, la thérapie doit être la moins chère possible pour que le plus de personnes possible puissent se guérir. Et je comprends, quand notre système de valeurs est basé là-dessus, en disant la thérapie doit être le moins cher possible parce que ça doit être accessible à tout le monde, dans l'absolu, je comprends. Ça semble se tenir. Sauf que dans la réalité, c'est pas vrai. Dans la réalité, beaucoup de personnes qui n'investissent pas quelque chose qui les challenge, justement, ne vont pas comment dire, s'investir dans leur thérapie. Et tu sais que l'un des plus gros problèmes dans l'industrie de la pharmacie, puisque j'avais une startup dans la pharmacie, c'est que les personnes prennent des médicaments et vont consommer parce qu'ils ont l'impression que le médicament est gratuit, vu que c'est la sécurité sociale qui paye, vont consommer 5% du médicament, vont pas continuer à se médicamenter par rapport à la maladie. La maladie va s'aggraver, ils vont aller à l'hôpital, il y a des frais d'hôpitaux qui seront encore plus chers, etc., etc. Donc, c'est documenté en plus. On le sait. Donc, souvent, on se dit, moins c'est cher, plus les personnes y auront accès. Bah, ce n'est pas nécessairement moins c'est cher, plus les personnes vont pouvoir guérir, en fait. C'est beaucoup plus complexe que ça. Moi, ce que j'aime, c'est comprendre les problèmes, aller plus profondément. Parce que tu peux toujours regarder ce qu'on appelle, j'aime bien penser dans différents niveaux de conséquences. On appelle, il y a toujours un premier niveau, une conséquence de premier niveau, de deuxième, de troisième, de quatrième niveau. Et peut-être même plus. Tu manges mal. Conséquence on va dire, tu manges mal, mais c'est bon. Tu te gaves de sandwich grec, de pizza, etc. C'est bon. Conséquence de premier niveau, c'est bon. Conséquence de deuxième niveau, je commence à, par exemple, avoir des problèmes de cholestérol, je commence à avoir des problèmes de poids, donc ma santé est en danger. Je commence à prendre du poids, donc j'ai une estime de moi qui commence à peut-être baisser, je me sens un peu moins beau, moins séduisant, etc. Je commence à déprimer. Parce que je déprime, j'ai une estime de moi et une confiance en moi qui baisse. Parce que mon estime de moi baisse, je commence à être un peu parano, je me fais virer de mon boulot, etc., etc. Donc là, je vais peut-être un peu loin, mais quand tu ne regardes pas les conséquences de deuxième, troisième, quatrième niveau, tu peux rester juste à un niveau de surface. Et moi, je trouve que les débats sont plus intelligents
quand on arrive à regarder ce qui se passe en dessous, de dire, OK, il y a différents niveaux et accepter qu'il y a des niveaux qu'on ne comprend pas. Moi, il y a des fois, je suis face à des choses, je me dis, j'ai peut-être un peu de jugement, mais je vais dire, mais en fait, il y a peut-être des choses que je ne comprends pas derrière. Voilà. Et j'accepte aujourd'hui de me dire, je ne comprends pas tout, en fait. Ouais, carrément, je rebondis juste sur ce que tu disais justement, juste un peu avant, parce que ça, c'est un problème que j'ai remarqué beaucoup sur que ça soit sur Facebook ou sur Insta, des entrepreneurs, des fois, en fait, qui sont un peu, des fois, choqués, ou même des gens qui sont pas trop dans ce monde-là, du coaching, etc., ou du mentorat ou du consulting, parce que c'est vrai que le consulting aussi, ça peut vite Mm. chiffrer, et qui, des fois, disent, non mais regarde les prix, c'est indécent, 8, 10, Mm. 30, 50 000 euros pour tel ou tel coaching. Et du coup, t'en as plein qui disent, voilà, moi, si je veux faire des choses, je veux que ça touche le plus de gens, que ça aide le plus de gens, donc je vais le faire gratuit. Et des fois, là, on repart sur des valeurs, mais du coup, la valeur perçue par ton client, en fait, des fois, elle est pas là, en fait. Il y a beaucoup de produits, des fois, qui sont gratuits, qui peuvent être même très qualitatifs, parce que tu en as qui font des produits gratuits pour aller appeler, etc., sans vraiment de contenu, mais tu en as qui vraiment se donnent en termes de contenu. Je pense vraiment à certains coachs, mais qui font du contenu vraiment magnifique en gratuit. Et après, tu te dis, en fait, les gens ne prennent pas la valeur. Même certains qui me disaient, moi, je vais vous faire des choses en gratuit, et et je vois la progression des clients qui l'ont eu en gratuit, ils ne se sont même pas inscrits. Et tu vois, tu Ouais, te et rends tu compte de parlais sur quelqu'un le qui a pris tâtonnement. le temps de se former, de faire une formation vidéo et tout, de l'offrir gratuitement, et ben, du coup, les gens, ils prennent pas cette valeur. Parce qu'ils ne valorisent pas. Il y a un pourcentage très faible de personnes qui sont en capacité de valoriser, entre guillemets, du gratuit, mais parce que malheureusement, il y a la question de la valeur perçue par rapport à la valeur réelle. C'est pour ça que c'est intéressant de comprendre la psychologie de l'humain. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux avoir toutes les valeurs que tu veux, tu n'iras jamais, tu seras jamais plus fort que la psychologie de l'humain. On a des stimuli, notre système nerveux fonctionne d'une certaine manière, notre cerveau fonctionne d'une certaine manière, et si ça nous échappe, on passe à côté de quelque chose. Pour moi, ce qui est important, je comprends tout à fait, parfois quand tu es dans ce monde-là, du coaching, consulting, etc., il y a des choses qui peuvent paraître normalisées. Parfois même, tes standards, ils sont tellement élevés que toi, tu vas parler d'un truc, c'est un petit montant pour toi, mais alors ça représente peut-être une année de salaire pour quelqu'un. Pour moi, c'est important de garder les pieds sur terre dans une certaine mesure. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a des tarifs qui se sont envolés sans que ça suive derrière en termes de qualité. Mais en définitive, c'est propre à chacun. C'est-à-dire que si toi, tu mets un tarif en estimant que c'est ce que tu vaux et qu'il y a d'autres personnes qui pensent que c'est ce que tu vaux, why not? L'argent est un consensus. L'argent est un consensus entre deux personnes qui décident que quelque chose vaut ce prix-là. C'est soumis à d'autres mécanismes comme l'inflation, etc. Mais si moi je te dis, OK, et on le voit par exemple sur le marché de l'automobile, etc. Il y a des véhicules, clairement, en vrai, le véhicule, il vaut peut-être 1000 euros, 2000, mais parce que c'est un véhicule qui est plus rare, sa cote, elle va monter. Et donc, on va dire, ben, moi, je décide que le véhicule, il en vaut 30. Et il y a un consensus auprès de toutes les personnes qui détiennent ce véhicule de dire, ah ben attends, si l'autre, il vend 30, mais moi, je ne vais pas le vendre en dessous. Et donc, ça devient un consensus. Et on se met d'accord sur le fait que c'est la valeur. Donc, il ne faut juste pas oublier comment fonctionne l'argent. L'argent, c'est juste un consensus qu'il y a entre deux parties, point. Donc, si une personne est prête à payer 50 000 pour quelque chose, pourquoi pas? Et il y aura toujours la personne qui le fera gratuitement, etc. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est au final, qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ça, ce sont les faits. On peut avoir toutes sortes de fantasmes qu'on veut autour de ces valeurs. Et moi, j'ai eu beaucoup de croyances autour de certaines valeurs, autour de l'argent, etc. Toutes les croyances qu'on veut, tous les fantasmes qu'on veut, la réalité, ce sont les faits. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Quand tu vois qu'il y a des personnes qui ont payé pour un coaching 3, 5, 10 000 euros, qui ont eu des résultats, qui ont eu des clients, qui ont pu vendre à un tarif décent, alors qu'avant, elles étaient au seuil, limite au seuil de pauvreté, parce qu'elles ont payé un certain prix. Et attention, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument payer cher pour avoir du résultat, mais il y a des personnes, ça a fonctionné pour elles, alors que ça faisait des années qu'elles faisaient du gratuit ou des petites formations à quelques dizaines, centaines d'euros, et qu'elles n'ont jamais eu de résultat. Donc, factuellement, ça a fonctionné pour ces personnes, ça les a engagées, ça les a mises dans certaines dispositions, et en définitive, c'est bon pour le client. Donc, pour moi, c'est ça qui est important. Au-delà du jugement, c'est est-ce que c'est bon pour la personne ou pas. Si c'est pas bon pour la personne, que factuellement, tu regardes les chiffres, c'est pas bon pour la personne, qu'elle a dépensé énormément d'argent, que ça a été une perte, là, effectivement, tu ne peux que constater. Mais si tu vois que ça fait ses preuves, et moi, c'est ce que j'ai observé aussi, c'est que
Une personne qui sait se valoriser, qui accompagne des personnes, elle attire déjà un autre type de clients, des personnes qui passent à l'action, des personnes qui s'engagent avec un certain tarif. Et quand on souhaite la réussite de son client, on doit faire ce qu'il faut pour que le client ait du résultat, y compris augmenter ses prix si c'est quelque chose qu'on doit faire, quel que soit le jugement qu'on peut avoir. Et je vais juste donner un exemple par rapport à des thérapeutes. On peut se dire que quand tu es thérapeute, tu es vraiment au cœur de l'aide des personnes. Les thérapeutes sont globalement des personnes très altruistes, qui ont vraiment et sincèrement envie d'aider les gens. Je crois que j'ai quasiment jamais croisé de thérapeutes qui font ça juste pour l'argent. Peut-être qu'à un moment, ils ont un peu de moins de passion, etc. Mais il y a quand même l'envie d'aider l'autre. Quand tu as des thérapeutes qui se vendent à 40 euros, 50 euros de l'heure et qui vont peut-être dans une semaine faire, je sais pas, 5 heures d'accompagnement, mais c'est normal, ces personnes-là, elles se trouvent en grosse difficulté. Et surtout, même chez les thérapeutes qui tournent bien, ce dont je me suis rendu compte, c'est que parfois, ils me disent avec fierté, ouais, mais j'ai un client qui revient tous les mois, ça fait 2 ans qu'il vient, donc j'ai des clients fidèles. Je dis, d'accord, est-ce que tu estimes que ton client est guéri? S'il était guéri, tu serais heureuse ou heureux de ne plus le revoir. Et donc là, il y a une prise de conscience de dire, waouh, en fait, le fait que j'ai un tarif bas, qui soit pas engageant, que la personne ne s'engage pas dans le temps, elle revient chaque fois mettre un petit pansement sur le petit bobo. Alors que quand elle s'engage dans une période donnée, limitée, elle va à fond dans sa libération, dans sa transformation. Ben là, en fait, elle revient plus sur le problème. Encore une fois, ce n'est pas une science exacte, mais c'est juste que il y a un problème systémique. Tu maintiens la personne dans son problème quand tu lui permets de rester dans son problème. Et aller voir un thérapeute ou un coach, ce n'est pas un gage de vouloir changer. Il y a des gens qui choisissent inconsciemment le bon thérapeute ou le bon coach qui ne va pas les faire avancer juste pour dire, bah ouais, mais j'ai quand même, si, je fais beaucoup de choses pour réussir, regarde, j'ai même pris un coach. Ouais, mais tu as pris le coach, inconsciemment, tu as choisi la personne qui n'allait pas te faire avancer. Donc, il y a plein de mécanismes. Moi, j'aime bien observer ça parce que je m'intéresse au fonctionnement du cerveau, de l'humain, etc. Il y a plein de mécaniques qui se mettent en route et qui font qu'au final, on ne va pas chercher juste ce qu'on veut, on va chercher ce en quoi on croit. La personne qui ne croit pas dans sa guérison et qui va voir des coachs et des thérapeutes tout le temps, c'est la première personne qui va te dire, ouais, mais j'ai vu telle personne, telle personne, telle personne, ça n'a pas fonctionné. C'est juste qu'en vrai, il y a peut-être encore une fois, il y a plein de cas différents, mais très souvent, c'est ce qu'on observe, ce sont des personnes qui ne sont pas prêtes à guérir. Donc oui, l'argent peut engager différentes personnes et c'est pour ça que c'est important juste d'avoir conscience, en fait, quelle valeur on donne à l'argent, quel pouvoir on lui confère. Moi, je ne confère pas à l'argent plus de pouvoir que ce qu'il représente, c'est-à-dire une monnaie d'échange. Donc l'argent chez moi n'est ni glorifié ni détesté. L'argent, je sais juste qu'il amplifie qui je suis et ce que je fais, point. Il y a des personnes qui ont même peur de se dire, oui, mais puisqu'on parle de valeurs, mes valeurs vont changer quand j'aurai de l'argent. Pas nécessairement. Tes valeurs, par contre, vont s'amplifier. Si tu es quelqu'un qui, quand tu as un tout petit peu d'argent, tu flambes un tout petit peu, mais tu flambes pas beaucoup parce que tu n'as pas beaucoup d'argent, tu vas flamber 10 fois plus. Si tu es quelqu'un qui est raisonnable, tu seras 10 fois plus raisonnable. Si tu es généreux, tu seras 10 fois plus généreux. Si tu ne l'es pas, tu le seras tout autant ou aussi peu. C'est juste un amplificateur. Donc l'argent, il n'a pas plus de pouvoir, en fait. Oui, oui, carrément. Et écoute, je trouve on va pouvoir s'arrêter sur ces belles petites phrases justement sur l'argent. Je tenais vraiment du coup à te remercier pour le temps que tu as pris et c'était vraiment un échange incroyable et il y a plein d'enseignements du coup qui sont dedans. Et j'ai juste te demandé du coup si les gens ils veulent te suivre sur les réseaux, c'est quoi le réseau dominant sur lequel tu es le Ouais, plus actif? le mieux, c'est de venir sur Facebook, Canmagne, l'homme au chapeau, vous allez facilement me trouver. Et voilà, et puis si vous avez envie de venir me parler, me poser des questions, je suis toujours ouvert. J'aime bien échanger avec les personnes, apporter de la valeur, donc toujours ouvert, n'hésitez pas. Je ne mords pas. Écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Hey, je viens de me rendre compte en post-prod que la fin de l'interview avait bugué dans le téléchargement. Du coup, je voulais vous remercier d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, la partager et la commenter si ça vous a plu. Je voulais encore remercier Can d'avoir participé à l'interview. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt dans une prochaine vidéo.